France Bleu, dans le rétro l'intégrale, Déborah Grunewald. Salut à tous, je me présente Déborah Grunewald. Chaque semaine dans le rétro, je vous embarque avec nos invités pour une balade dans le temps. On voyage au fil de la vie d'une personnalité parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre dans la vie des autres, quelque chose qui nous rapproche, nous guide, nous inspire. On embarque aujourd'hui avec un humoriste et animateur qui a marqué la télé. Bip bip, zou 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 bida. Ah, qu'il est beau le lavabo, qu'il est le bidet. Tout va bien. Mon invité aujourd'hui, c'est Vincent Lagaffe. Passé, présent, futur. C'est parti, je vous embarque pour un voyage dans le temps. Bonjour Vincent Lagaffe. Bonjour Déborah. Il te reste de ce que t'as fumé hier soir ou pas? Je fais tourner. Et Franck! Ouais. Ah, vous vous retournez encore ou pas? Mais de plus en plus, parce que la plupart des gens maintenant ont envie de déconner et m'appellent Franck. De plus en plus, mais vraiment, je me sens Franck. Parce qu'il faut l'expliquer pour ceux qui n'ont pas encore lu le bouquin. Il y en a? Au début, votre maman biologique vous a appelé Franck et puis votre famille adoptive a décidé de changer de nom et de vous appeler Vincent. Grosse connerie. Paraît-il. Ouais, je vous assure. Bon, bref. Et vous l'expliquez justement dans le livre, pourquoi grosse connerie. Je m'appelais Franck, c'est votre autobiographie, vous aviez besoin que ça sorte. J'avais besoin de crier au métier, parce que le public, lui, je pense qu'il me connaît mieux. Ouais. Arrêtez de me prendre pour un baltringue. Vous ne connaissez pas ma vie, vous me jugez juste sur le mec qui fait le singe, la zoubida, le lavabo, bip bip, etc. C'est assez réducteur. Et en plus, moi, je vous présente comme ça, en plus. Ouais, en plus. Alors vraiment, hein. Alors à la Les base, deux pieds dedans, quoi. À la base, bon, t'aurais été une grosse truie violette et tout. Je dis pas, mais venant de toi, vraiment, ça me fait du mal. Bref, ça a d'abord été la première chose parce que j'en avais un peu marre d'être le comique de base. Bon, après, peut-être que je me flagelle aussi un peu, mais c'est le ressenti que j'avais. Et puis, si tu veux, pour écrire ce bouquin, il fallait quand même avoir quelque chose à raconter. Et je me voyais pas raconter ça à 30 ans. Et je vais te dire, maintenant, je te donne un scoop. Quand j'ai écrit ce bouquin, avant de le donner à XO, la maison d'édition. La maison d'édition, à Bernard XO, à Renaud et sa sœur. À la base, je m'étais dit, je vais jamais le sortir. Je vais l'écrire jusqu'au bout. J'expliquerai à Robin, mon fils. Et quand je serai parti, il écrira le dernier chapitre et il le sortira. Et pourquoi alors vous l'avez sorti maintenant, finalement? Il fallait que je paye l'électricité. C'est pour ça. Plus de 400 pages qui racontent votre histoire. Votre vie, elle est dingue. Quand on est un artiste, on est privilégié. On se dit qu'on n'a pas le droit de se plaindre, qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent et que ce serait indécent de se lamenter. En lisant ce livre, je vous ai plaint. J'ai été triste aussi pour vous. Ça m'a touchée. Est-ce que Lagaffe, sous sa joie de vivre, il était finalement malheureux? Non, pas malheureux. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui disent le clown, il cache quelque chose. Et c'est vrai que oui. J'ai extériorisé ce mal-être en déconnade. J'ai compensé ce manque d'amour, ce manque de tendresse, ce manque de trucs au sein de ma famille. J'ai été le chercher le soir sur scène devant le public. Alors j'avais pas besoin que le public me passe la main dans le dos. D'ailleurs, j'aime pas trop qu'on me passe la main dans le dos. Mais ouais, j'allais chercher chez le public ce que j'avais pas eu chez moi. Et mon Dieu que le public me l'a donné au centuple. Et encore aujourd'hui, parce que vous recevez beaucoup de témoignages. Énorme. Et je pense réellement, t'es privilégié, toi, t'as des scoops. Et je pense que je vais trouver une solution pour faire une émission de télé. J'ai envie de le faire sur l'adoption. J'essaye de lire le maximum de commentaires. C'est vrai qu'il y a des posts où j'ai 1000, 2000, 3000, 4000 commentaires. Alors, ça fait un peu, le dernier, on a fait 1 million de vues. J'arrivais pas à tout lire. Mais il y a 20% des commentaires où les gens me disent, je suis dans la même situation que vous. Merci d'en parler. Je me sens moins seul. Parmi ces témoignages, il y en a peut-être un ou deux qui vous ont profondément touché. Il y a 2 frères qui ont été adoptés. Ça a été compliqué pour le foyer accueillant et on les a donc séparés. Et maintenant, ils voudraient se retrouver. Mais c'est un enfer, séparer 2 gamins de 6 ans. Et ça arrive souvent dans les adoptions. Hein. Donc c'est vrai que quand je vois le nombre de personnes qui me disent « je voudrais retrouver mes parents », les parents qui disent « j'aimerais retrouver mon fils », le père qui dit « ça y est, j'ai arrêté de boire, je voudrais parler à mon fils », les gamins qui se disent « mon père voudrait me revoir, mais je ne veux surtout plus jamais le revoir ». Il y a plein d'histoires à raconter et j'ai envie de faire une émission sur ces histoires-là. Donc si une chaîne de télé m'entend, voilà, je lance un appel. Ce livre, vous le dédiez à votre fils, Robin, il a 32 ans. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez écrites et dont vous ne lui aviez jamais parlé auparavant? L'avantage et l'inconvénient qu'il y a avec la relation que j'ai avec Robin, c'est que on est père et fils, on est frères, on est meilleurs potes, on est concurrents. Donc c'est une relation absolument fusionnelle. Donc on se dit les choses. Il y a des trucs que j'avais survolés. Toute l'histoire de Pélu, il la connaît pas comme comme je l'ai raconté là. On va en parler dans l'émission. Alors je vais demander une boîte de Kleenex.
Ah non, j'ai pas de Kleenex. Je vous avouerai que c'est un passage du livre. Je vais me rapprocher de toi, je vais me mettre sur ton épaule, je te préviens. Ça m'a... Amenez 2 boîtes de Kleenex. Ouais. Qu'est-ce qui fait, Vincent Lagaffe, qu'à un moment donné, on fait tomber cette armure qu'on a mis des années à forger ? Je crois qu'il y a un moment où on se dit, et puis à la fin, je m'en fous. Arrête de vivre pour les autres. Alors moi, j'ai réussi à ne jamais vivre dans le paraître. J'ai acheté des belles voitures, non pas pour qu'on me voie dedans, mais je mettais les vitres noires justement pour pas qu'on sache qui est dedans et pour pouvoir jouer. Quand je fais du jet ski, la plupart du temps, j'ai un casque intégral, donc voilà. On vous reconnaît pas. Je suis pas très exhibe. D'un autre côté, quand je remporte une manche de championnat du monde, je veux qu'il y ait personne sur le podium. C'est moi, voilà. Je veux que moi. Mais comment on fait tomber cette armure ? Parce que c'est une armure quand vous parlez du rire, de la déconne et tout ça, c'est quand même une protection. Comment on fait tomber ça au bout d'un certain temps ? Je crois que quand on a comme moi, bourlingué pendant 50 ou 45 ans, qu'on a vraiment fait le tour du monde et qu'on a eu la chance de vivre des trucs absolument géniaux et dramatiques, il y a un moment où on se dit « Mais pourquoi je m'emmerde à mettre un filtre ? Lâche les trucs. T'as prouvé aux gens que de toute façon, que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas, ça m'en touchait une sans faire bouger l'autre. À la fin, tu lâches les chiens. Mais il faut un peu de temps quand même. Oui. Mais honnêtement, moi, je me sentais pas psychologiquement prêt à étaler, comme dit Philippe Lelouch, à me mettre à poil comme ça devant tout le monde. Parce que là, c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis à poil. À part ma sexualité, à part mes régimes, à part certains petits trucs que j'ai vraiment quand même envie de garder pour moi. Ouais, vous le balancerez dans un tome 2. Ça peut en intéresser. J'ai absolument tout dit. Voilà, j'ai pas dit pourquoi j'ai divorcé, non. Mais toute ma vie, je me suis mis à poil. Je m'appelais Franck aux éditions XO. C'est un livre plein de tendresse, de drôlerie, de bataille, de désillusion. C'est la vie d'un homme qu'on pensait connaître et qui se confie comme à un ami. Vous serez ému, amusé, transporté dans une histoire pas comme les autres. Une histoire qu'on va aussi découvrir dans cette émission. C'est Dans le rétro avec Vincent Lagaffe sur France Bleu. France Bleu remonte le temps, c'est Dans le rétro. Allez, c'est parti, on démarre notre voyage dans le temps. Vous naissez en Normandie, à Bernay, aux 4 rue Neuve. Votre génitrice, que vous avez choisi d'appeler Lucienne dans votre livre, rencontre votre géniteur, Roger D., un sale con qui est parti le jour de votre naissance. Alors vous cachez l'identité de votre mère, mais pas celle de votre père qui s'appelle donc Roger D. Vous éprouvez quoi ? De la haine, de la rancœur, de la tristesse à son encontre ? De toute façon, c'est clair, quand on voit comment je parle de lui, un sale con. L'indifférence ? Ouais, même un peu de colère. Et il y a un moment où, quand je faisais vraiment des recherches, Véronique, ma femme, avec qui j'étais à l'époque et qui est la mère de Robin et qui a été ma première collaboratrice, elle m'avait dit « J'espère que ton père n'est pas ton grand-père, sinon tu vas aller en tôle ». Je suis capable d'entendre plein de choses, d'accepter plein de choses, mais il y a un moment où quand je franchis le cap, je suis dans la folie. Il y a vraiment un moment où je vois rouge, je n'ai plus aucune distinction entre le bien, le mal, etc. Donc ouais, j'aurais été capable d'aller le chercher et de le défoncer. Ouais, non, de lui faire la peau, carrément, de le buter. Ouais, parce que un mec qui couche avec sa fille et qui fait un enfant à sa fille, ouais, il y a des termes que je vais pas employer à la radio, mais c'est juste inacceptable, mais pas inacceptable dans le genre où je te montre du doigt, c'est pas bien, qu'est-ce que t'as fait ? Non, tu dégages de la planète, tu fais pas ça. Bébé, vous vous retrouvez donc avec votre mère, elle a 18 ans. Vous écrivez « J'étais sa seule raison de vivre et elle était mon seul moyen de survivre ». Pourtant, en 1961, vous avez 1 an et demi et elle vous confie à l'assistance publique. J'aurais pu dire « Elle vous abandonne ». Non, elle me confie. J'ai pris ce terme et je l'ai regretté dans les premières interviews que j'ai fait. Elle m'a jamais abandonné. Elle m'a confié parce que elle savait pertinemment qu'elle y arriverait pas. Elle n'avait pas suffisamment de revenus pour assurer son loyer, les allers-retours incessants. Vous avez été malade aussi, donc pas mal... J'ai grave été malade. À 6 pas mois, mal d'allers-retours entre l'hôpital... À 6 mois, elle m'a mis à la clinique du Belvédère à Rouen parce que j'avais un poumon qui d'ailleurs a flanché à moitié. J'ai un demi-poumon en moins. Ça s'entend. Oui, elle a très vite compris qu'elle ne pourrait pas me donner l'éducation et le futur qu'elle aurait voulu pour moi. Donc elle s'est dit, il est plus sage de le confier en espérant qu'une famille puisse lui donner ce qu'il mérite. Et je dis là, waouh, juste bravo. Vous écrivez « Quelle détresse ça a dû être quand elle m'a embrassée pour la dernière fois. Quel enfer elle a dû vivre quand elle m'a laissé dans ce lit à barreaux en bois blanc.
Quelle culpabilité elle a dû ressentir quand elle m'a vu la regarder pour la dernière fois. Quel courage tu as eu, Lucienne, pour me permettre de trouver une nouvelle vie. Merci d'avoir autant souffert pour moi. Et voilà, j'ai les yeux mouillés. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Pourtant, quand vous la retrouvez... Toi aussi, t'as les yeux mais mouillés. Oui, je trouve ça terriblement touchant. Pourtant, quand vous la retrouvez, en 2007, au moment où vous tournez le film Le Baltringue, vous êtes à Rouen, là où elle vit. Ce jour-là, vous racontez, j'ai eu la sensation d'un chien abandonné qui retrouve son maître et qui se fait de nouveau chasser. Ouais, alors, elle me voit arriver devant son portail, mais quand elle me voit arriver, elle voit Vincent Lagaffe arriver. Elle voit pas son fils. Elle sait pas que Vincent Lagaffe est son fils. Elle le sait pas du tout. En gros, elle me dit, vous êtes Vincent Lagaffe, le blaireau de la télé, casse-toi. Mais elle me dit ça parce que 3-4 ans auparavant, elle avait été invitée par Bataille et Fontaine pour l'émission Il y a que la vérité qui compte. Et je leur en veux pas. Ils savaient pas ce qu'ils allaient faire à ce moment-là. Et elle emmène son mari à l'émission. Et son mari ne sait même pas que en dehors des enfants qu'il a eus avec elle, il y en a d'autres. Ouais. Et il apprend. Et donc, il fait un cancer et un accident cardiovasculaire. Donc, sans en vouloir à Bataille et Fontaine, il y a un moment, je me dis, ouais, merde, putain, l'émission où tu gagnes ta vie sur la misère humaine. Mais je suis pas fâché contre eux, mais je dis que cette émission, pour elle, a été une catastrophe. Ça fait mal. La peur de l'abandon, elle existe chez certains adultes. C'est cette angoisse, finalement, d'être délaissé ou quitté par l'autre. Vous l'avez, cette peur de l'abandon? Je l'ai plus maintenant. Mais vous l'avez eu? Oui, j'ai toujours préféré être largué que largué. J'ai pas vraiment peur d'être abandonné parce que je sais que de toute façon, je me démerde. Je fais partie des gros démerdards. Et puis c'est vrai que j'ai un passé où j'ai dormi dans la rue. Je suis pas en train de dresser un portrait Zola, mais ouais, j'ai eu toutes les galères de la terre. Je les ai eues et je les ai surmontées. Donc non, être abandonné, ça me fait pas peur. Par contre, j'ai recueilli beaucoup d'animaux abandonnés. J'ai donné des coups de main à des SDF. J'ai filé du boulot à des mecs qui étaient à la rue complet. Et parfois, j'aurais mieux fait de rester sur mon chemin plutôt que Vraiment de... Finalement. Oui, le coup du chauffeur, il y a un moment où tu te dis quel enfoiré celui-là. Le mec, tu lui files du boulot, il est à la rue complet, hein, il a plus de dents, il a plus rien, il sort de toxicomanie. Tu lui files du boulot et l'autre, il essaye de te piéger parce que t'as une maîtresse et il veut te piéger avec un photographe pour Voici Gala. Tu te dis, lui, j'aurais mieux fait de l'abandonner sur le bord de la route. Destination Rouen, avril 1963. Nous voici dans votre nouvelle famille. Est-ce que vos parents adoptifs, vous les avez considérés comme vos vrais parents? Je pense qu'au tout début, oui, parce que je savais pas ce que c'était qu'avoir des parents. Et puis, très vite, très vite, j'ai fait les choses tout seul et par moi-même. Pourquoi? Parce que j'entendais les copains parler de leurs parents et je me suis dit, mais ils viennent d'où leurs parents? Parce que moi, j'ai pas ça. Vous n'aviez pas quoi? Moi, ce qui me manquait le plus, ce qui m'a manqué le plus, c'est le mot je t'aime. Voilà. J'entendais beaucoup de parents dire à leurs enfants, bon allez, tu fais attention sur la route, hein, bisous, je t'aime, dis à papa que tu l'aimes. Je t'aime papa, voilà. Mais moi jamais, voilà. Alors bon, c'est un détail dans la vie, mais c'est un détail qui ouvre et qui referme plein de choses dans son avenir, dans son futur, dans son développement. Quand j'entendais mes parents parler, j'avais souvent l'impression d'être l'accessoire. Une pièce rapportée, ouais, c'est ce que vous dites. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait des enfants? Ah bah tiens, j'aimerais bien faire ça. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait des enfants? Ouais, mais ça, beaucoup d'adultes le disent. Oui, mais quand t'entends que ça, au bout d'un moment, tu dis, attendez, si je suis un poids, tu sais quoi, tu me laisses là ou tu me ramènes et puis on n'en parle plus. Donc c'est vrai que je me souviens que c'était un peu la galère. Qu'est-ce qu'on fait des mômes? Moi, je me souviens avec le cheval, la première fois que j'ai fait un concours, où je leur ai dit, je suis très fier de faire un concours, eux, ils avaient bridge. Ils ne vous portaient pas assez d'attention? Le premier spectacle de classe que j'ai fait, c'est ma tante qui est venue. C'est pas mon père et ma mère. Et vous parlez aussi justement de votre père, il n'était pas tactile du tout.
pas le tactile gentil, quoi. Non, il vous prenait jamais sur ses genoux, il me prenait jamais sous son... Non, quand il me prenait la main, c'était pour traverser la rue pour pas que je me perde. Et après, c'est vrai qu'il avait un peu tendance à expliquer les choses à coups de taloche. J'ai pas été un enfant battu. Encore une fois, je suis pas Thierry Beccaro, ça a rien à voir. Ouais. J'ai pas pris une branlée parce que mon père arrivait bourré le soir. Rien. Et voilà, il y a tous ces trucs que moi j'avais pas. Et à la limite, je m'en foutais, j'en avais pas besoin. Aujourd'hui, je pense que ça m'a manqué. Ben justement, et le fait que ça vous a manqué, vous êtes comment avec Robin, par Ah exemple? ben c'est ça. Là, avant de venir encore, Papa Poule. depuis ce matin, on s'est déjà parlé 2 fois au téléphone. Mais il m'appelle pour rien, ça va? Vous avez les yeux qui pétillent quand vous en parlez. Oui, mais Robin, et je le dis, c'est ma plus belle réussite. C'est mieux que tout. Et puis c'est un kiff, et on partage les mêmes passions, on fait le même métier, on pense la même chose, on vote pareil. Non, quand on est ensemble, on est 2 grands cons. Hein. C'est dangereux de nous avoir. Quand les mecs nous invitent dans les rallye raids ou dans les courses poursuites, les mecs disent ah ouais non mais les mets pas les deux dans la même équipe. France Bleu, dans le rétro, Déborah Grunewald. On rappuie sur le bouton. Oh non. Vous avez une dizaine d'années. On est dans le box de Tutu. Il y a une vieille jument qui va mettre bas. Son poulain sera pour vous, il s'appellera Pélu. Il y a une vraie complicité qui s'installe. C'est la première fois que je me suis sentie aussi libre et aussi heureux de toute ma vie. C'est finalement un animal qui vous a rendu heureux. Qu'est-ce que vous avez trouvé que vous n'aviez pas à ce moment-là? C'est la première fois que quelqu'un avait confiance en moi. Et quand je parle de Pélu, je parle toujours de lui comme une personne. Je dirais jamais c'est une bête ou un cheval, c'était quelqu'un. Donc Pélu était la première personne qui avait confiance en moi, qui dépendait de moi. C'est la première personne avec qui j'ai passé des heures à communiquer, à jouer, alors qu'on parle pas la même langue, on se comprenait. C'était la première personne qui manifestait de la joie quand j'arrivais. Pierre Vandevel, le patron du club, me disait « On sait quand tu arrives ». Parce que lui, il entendait la mobilette. Et il savait que la mobilette qui arrivait, c'était moi. Et quand je repartais l'après-midi ou en fin d'après-midi et que je le mettais au pré, il m'attendait au coin du chemin et de la rue pour cavaler en parallèle à la mobilette jusqu'au bout du pré. Et quand on arrivait au bout du pré, il faisait des ruades et des cabrioles en l'air et il était comme un fou. Et je me retournais, je le voyais qu'il me regardait partir. Que j'ai aimé ces moments avec toi, mon frère. C'est ce que vous dites. C'est fou la relation qu'on peut créer avec un animal, finalement. Je l'ai jamais retrouvé. Et pourtant, je sais si j'ai eu des nombreux chiens et des chiens extraordinaires. J'ai une grande passion pour les canidés. Le chien, et puis plus c'est des chiens dits à problème, plus j'aime. Moi, j'ai que des staffs chez moi. Et on me dit, attention, le staff, c'est comme si. Et là, ce matin, quand j'étais avec la police municipale, en disant, occupe-toi de ton cul, parce que, franchement, je connais mieux les chiens que tu ne les connaîtras jamais. Mais j'ai jamais retrouvé la même chose avec Pélu. Sa mort tragique, vous la racontez dans le livre. À partir de ce jour, plus rien n'a d'importance dans la vie, si ce n'est de vivre chaque jour comme le dernier et de ne pas donner d'importance à ce qui n'en a pas. Non. Maintenant, un con, je lui parle plus. Ça l'instruit, comme dirait Audiard. Destination maintenant 1979. Merci. Nous sommes à la caserne Saint-Pierre à Marseille. En face de la Timone. C'est là que vous faites votre service militaire. Vous découvrez la détresse humaine, l'horreur absolue. Je vais relire un passage. J'ai vu des gens vivre moins bien que des chiens. J'ai vu des enfants martyrisés, des femmes battues, des femmes totalement abandonnées vivant dans le plus grand dénuement. J'ai vu et tenu dans mes bras un enfant de moins d'1 an qui venait d'être violé et sodomisé par son beau-père toxico. J'ai vu une famille qui vivait dans un squat avec le grand-père mort dans le couloir et qui ne savait pas quoi faire du corps car ils étaient clandestins. J'ai ramassé le corps d'une vieille dame morte depuis plusieurs jours dont personne ne se souciait jusqu'à ce que l'odeur gêne le voisinage. J'ai ramassé un SDF complètement brûlé mais vivant. Des jeunes avaient mis le feu aux cartons dans lesquels ils dormaient, pour déconner. J'ai vu et j'ai touché la vraie misère humaine. Oui. Comment on fait pour la surmonter, cette misère humaine? C'est une arme. Quand tu le vis et que tu n'es que spectateur, c'est un traumatisme. Quand tu le vis et que tu es acteur, c'est-à-dire que tu vas aider ces gens-là, c'est une leçon de vie. Et tu tires énormément de ces gens-là. Moi, les Cambodgiens qui sont venus et qui avaient le grand-père mort
dans le couloir et ils savaient pas quoi en faire parce que s'ils allaient appeler les services sociaux, on allait dire ils ont rien à faire ici. S'ils allaient voir les flics, on allait les dégager. Ils ne pouvaient rien faire que vivre avec le cadavre du grand-père. Donc à ce moment-là, c'est toi, tu dis ok, on va bouger. Donc on a sorti tous les Cambodgiens, on les a enlevés, on leur a dit quittez le squat. On a trouvé le cadavre, on a emmené le cadavre et ils sont revenus vivre. Là, tu apprends à surmonter l'insurmontable. Et une fois que tu as vu ça, tu te dis, attention, l'humain est capable de tout. Je vais pas te dire que plus rien ne t'impressionne, mais tu y es prêt. Tu y es préparé. Les militaires, les pompiers, le social, le médical, ces corps de métier sont confrontés à cette misère sociale. Ouais. Pourtant, ils s'en prennent parfois plein la tronche. Oui, alors ça fait partie des trucs qui changent dans notre société et je comprends pas comment on peut maltraiter les gens qui sont là pour vous aider. Alors, c'est vrai que quand tu vois les pompiers qui arrivent dans des endroits et qui sont simplement appelés pour qu'on leur balance des frigos sur la gueule, il y a un moment, j'ai envie de lui dire, le jour où ta mère va mourir parce que les pompiers pourront pas venir, faudra pas t'en prendre à qui que ce soit d'autre qu'à toi. Quand on fout le feu dans un commissariat de police, un truc, c'est vrai que parfois il y a des flics qui sont un peu zélés et qui font un peu chier le monde, mais c'est pas la totalité du service de police. Maintenant, comme dans tous ces métiers-là, quand t'as un mec qui déroge à la règle, c'est toute la corporation. C'est toute la corporation de la police qui prend dans les dents. Quand il y a une erreur dans une anesthésie, c'est tout le corps médical qui prend dans les dents. Quand il y a un problème avec un chien, c'est tous les chiens qui prennent. Moi, j'ai recueilli des chiens dits méchants, mais non. Pour peu que ça soit en plus une star qui est un chien qui a eu un problème, on a l'impression qu'il n'y a plus que ça. Donc, oui, on est maintenant dans une société un peu révoltée. Il y a un moment, tu te dis, mais je comprends pas. Il y a un moment, je comprends plus. Aller fracasser des pompiers qui viennent pour te sauver la vie, mais alors tu vas faire quoi quand il y aura une avalanche ? Et puis plus personne va vouloir faire ces métiers-là au bout d'un moment aussi. C'est pas des métiers, c'est des vocations et il y aura toujours des... Je pense pas qu'un jour on soit en pénurie de pompiers. C'est un métier glorieux, pompier. Tu sauves des vies. Tu vas là où personne ne veut aller parce que pompier, c'est pas juste les camions rouges. C'est les spéléos, c'est les plongeurs, c'est les alpinistes, c'est les parachutistes, c'est les maîtres chiens. C'est une corporation magnifique. Et puis, c'est sapeur-pompier sauver ou périr. Ça veut bien dire ce que c'est. Le mec, il s'engage au péril de sa vie. Dans le rétro sur France Bleu, Déborah Grunewald. Vincent, avant la scène, avant la télé, avant toutes ces émissions cultes, vous avez eu plusieurs métiers. Mécanicien, soudeur, oxycoupeur, géo au Club Med. On part au club de la Caravelle en Guadeloupe. Chapi, c'est son petit nom. T'aurais pu laisser la musique jusqu'au Put on the Ritz. Ouais, Fred Astaire. Ouais. Vous rentrez ensuite vers les chambres, vous vous faites la bise, bonne nuit, hop, ça dérape. Vous comprenez ce soir-là ce que signifie le mot coup de foudre. Vous découvrez l'amour avec un grand A. C'est la première fois. Ça fait quoi ? Ça fait des papillons partout, hein. Alors, j'étais amoureux d'elle en cachette depuis longtemps, depuis qu'elle était arrivée à la Caravelle. Elle était hôtesse et c'était un avion de chasse. Mais comment on passe de bons copains, parce que c'était ça, vous étiez le bon pote, je t'arrache les amygdales. Je n'osais pas le dire, mais c'était un peu ça. Oui, mais c'est ça. Mais c'est que elle avait toute confiance en moi. Quand elle avait des soucis, elle venait m'en parler. J'essayais de lui régler les problèmes. Et puis, de fil en aiguille, je m'étais aperçu que on se faisait plus la bise sur la joue, mais on se faisait la bise sur la bouche, mais juste le petit... Le coin, quoi. Le petit smack. Le petit smack. Ouais. Mais c'était la manière de dire, on sort pas ensemble, mais toi, je te donne plus. J'ai pas de fille dans ma vie, elle a pas un mec dans sa vie, enfin plutôt dans la semaine. On est au club. Et puis, je la raccompagne, elle me raccompagne. Pendant qu'elle ouvre le bungalow, je tiens ses sacs et puis elle se retourne et elle me dit et à ce moment-là, je sais plus ce qui s'est passé, mais toujours est-il que j'ai posé les sacs, la porte était ouverte, je l'ai poussée en arrière, elle est tombée sur le plumard, on s'est roulé la gamelle de la gamelle, le genre de truc où il faut les chaînes et les pneus à crampons, sinon ça part en sucette. Ouais, c'était le coup de foudre. C'est-à-dire que tu passes la nuit à faire l'amour et t'en redemandes. Alors par contre, vous quittez tout pour elle. Ouais. Et puis un jour, à Vittel, vous rentrez dans la chambre et au moment d'ouvrir la porte, vous entendez des bruits. Chapi n'est pas seul. Non. Homme trompé, trahi,
Comment on fait face à ça? Et surtout, après, c'est difficile de refaire confiance. Ah bah je peux vous dire que la fille avec qui je vis en ce moment, elle lui en veut à Chapi, parce qu'elle dit mais il y a un moment où tu vas refaire confiance à la fille ou à la femme avec qui tu vis. Donc on refait. Moi j'ai eu toute confiance en Véronique qui a tenu mes affaires et qui tient encore mes affaires pendant 22 ans. Donc voilà, mais j'ai eu beaucoup de mal à faire confiance. Et même encore aujourd'hui, je me dis, attends, cette personne s'intéresse à moi parce que je m'appelle Vincent Lagaffe et que peut-être je vais lui ouvrir une porte et que peut-être elle se dit que je vais l'entretenir et que peut-être voilà. J'ai plutôt tendance à me méfier. Comment on fait la différence? Je crois qu'on le sait à la longue. C'est le temps, en fait. Oui, moi je vois les gens qui m'appellent comment tu vas? Ouais, ça va bien, machin, ta jambe, elle va bien? Ouais, super. Ah ben ça tombe bien que je te parle au téléphone, hop, direct, attends, il y a de la friture sur la ligne. Donc voilà, maintenant ça c'est... Tu m'appelles pour prendre de mes nouvelles, tu prends de mes nouvelles. Tu m'appelles une autre fois pour me demander un service, c'est une chose. Mais si tu m'appelles en prenant de mes nouvelles pour me demander un service, non, tu te fais envoyer chier. Ouais. Comment tu te relèves de ça? Oui, comment tu te relèves de ça? J'étais tellement tombé des nues en me disant ça existe donc la trahison comme ça. Tu peux prendre quelqu'un pour un con dans ton plumard, dans ta piole, ton pote. De ce jour-là, je me suis dit OK, je ne vais me consacrer qu'à ma passion qui était née depuis quelques années au Club Méditerranée. Je vais faire rire les gens, je vais monter sur scène, parce que j'ai très vite compris qu'elle était vénale. Elle, ce qu'elle voulait, c'était être la femme du chef de village, et moi, ça m'intéressait pas du tout d'être chef de village. Et je m'étais dit au fond de moi-même, je vais devenir la star que tu aimerais que je devienne et t'en profiteras jamais. C'est la plus belle revanche, finalement. Ouais, dans sa gueule. À cette époque-là, il y a quand même un ami qui vous dit: assieds-toi au bord de la rivière et attends de voir le corps de ton ennemi passer. Oui, et je l'ai vu passer. Vu passer, voilà. On embarque maintenant pour le 18 août 1986. Toujours au Club Med, une certaine Danielle Ryan, auteure qui a bossé pour Audiard, vous a vu pendant un spectacle du club. Aujourd'hui, elle s'en va, elle vous laisse une enveloppe avec une carte de visite et un petit mot. Vous avez une grande personnalité et un grand talent sans aucune vulgarité. Si vous avez une moto, vendez-la. Elle faisait référence donc à Coluche qui s'était tué en moto quelques semaines auparavant. Vous vous jetterez à corps perdu dans le métier d'humoriste. Par défi, par orgueil, par fierté, est-ce que c'est des bonnes raisons ça pour se lancer? Parce que c'est ce que vous écrivez, par orgueil, par fierté, par... Je sais pas si c'est des bonnes raisons, mais elles ont été suffisamment bonnes pour me faire le parcours que j'ai fait. Juste un tout petit détail. Encore une fois, il a fallu que je vienne chez toi pour donner tous ces scoops. Bienvenue à Galaswinda. C'est mon plus grand regret. Les mecs qui ont enregistré ce disque, après le Lavabo La Soubida, sont venus me voir en disant « On a ça, est-ce que tu veux le chanter ?» Et moi, j'avais dit « Non, c'est un truc du club, ça marchera pas. » Vous avez du flair. T'as raison. Vous quittez le Club Med après avoir passé 8 ans. Pendant 12 ans, vous ferez des one-man shows avant d'arriver à la télé. Laura l'appelle. Bien. Big deal. Ouais. Allez, encore un. Et... le juste prix. C'était chanté en yop-hop. En yop-hop. C'est du yop-hop. C'est Bion qui avait fait la musique et il m'avait dit je t'ai fait un truc en yop-hop. Je dis c'est quoi le yop-hop? Yop-hop-hop. Pas yop-hop, yop-hop. On se souvient évidemment de Laura l'appel, du Big Deal, du Juste Prix. Ces jeux sont devenus cultes. Une question à la fin du Big Deal. Vous êtes lassé, épuisé. Vous voulez arrêter. Votre producteur Hervé vous parle argent. Vous lui parlez épanouissement. Ouais. L'argent, il faut pas que ce soit une fin en soi alors. Non. C'est bien, tu prends du pognon, t'en prends, c'est bien, ça te permet le mec qui dit l'argent fait pas le bonheur, c'est en partie vrai, mais il en a jamais eu celui qui dit ça, parce que ça y contribue bien au bonheur. Et puis surtout, ne pas tomber dans la misère et le malheur, c'est déjà avoir accès au bonheur. Quand t'as fait 1500 Access Prime Time sur le Big Deal, plus 250 ou 300 sur Laura l'appel, plus 500 sur le Juste Prix, sur le même plateau, c'est-à-dire que t'es arrivé par en haut, par en bas, à droite,
droite, à gauche, en voiture, en vélo, en jet ski, en parachute, en hélico. Il y a un moment, j'aimerais tellement pouvoir faire ce que fait Nagui ou Reichmann, c'est-à-dire être cadré. Tous les jours, tu fais comme ça, comme ça, comme ça, et ça tourne depuis des années. Je suis pas capable. Quand j'ai préparé cette émission avec Gabriel Coteau m'avait dit, t'es pas capable de répéter une émission, t'es pas capable de faire 2 fois la même chose. Au lieu de bosser avec 6 caméras, on va bosser avec 19. J'étais pas capable de me mettre sur une croix et je voulais surtout pas répéter, je voulais garder la spontanéité. Ouais, j'étais fatigué parce que c'était un show et à l'époque, on en faisait que 2 par jour. Maintenant, il faudra en faire 5 ou 6. Non, ça m'intéresse pas de bosser à la chaîne. À quel moment, où, sur quelle scène, t'as vu une fois un comique faire un spectacle de 8 heures? Vous choisissez donc l'épanouissement à l'argent finalement ce jour-là, puisque vous lâchez tout. Et vous dites aussi, là où il y a de l'humain, il y a potentiellement de la désillusion. Oui. À partir du moment où tu bosses avec du matériel, tu sais que le matériel, il peut tomber en panne. À partir du moment où tu bosses avec un chien ou un cheval que tu connais depuis très longtemps, s'il y a une couille dans le potage, c'est toi qui as mis la couille dans le potage. À partir du moment où tu bosses avec un humain, tu bosses avec son esprit, avec son mental, avec ses galères, avec ses joies et ses peines. Donc, tu vas peut-être ramasser ce qu'il a pris il y a 2 jours dans la gueule. À partir du moment où il y a de l'humain, il y a le facteur humain. Et le facteur humain, tu peux le prendre dans la gueule. L'humain vous a déçu? Grave. Ah, grave, mais grave, oui. Oui. Dans toutes les corporations que ce soit en amitié, en politique, professionnellement, humainement, oui, j'ai été déçu. J'ai aussi des trucs extraordinaires. Moi, mes meilleurs amis, il y en a un, il est portugais terrassier, l'autre, il est sarde grutier, le troisième, Benoît, il était pilote d'hélico, il est mort, et puis le seul qui soit du métier, c'est Philippe Lelouch. Je le connais depuis qu'il a 15 ans. J'ai très très peu d'amis sincères. Mais des mecs qui tiennent la route. Le mec que t'appelles à 4 heures du matin en disant j'ai un cadavre dans le coffre. France Bleu, oui, c'est moi. Dans le rétro. Alors Vincent, vous revenez avec ce livre, Je m'appelais Franck, aux éditions XO. Dans le livre, on fait connaissance avec vos potes, des amis, vous en avez eu plusieurs au fil de votre vie et il y a eu des drames qu'on ne souhaite à personne. Il y a eu Kakou, il y a eu Gégé, il y a eu Didier, il y a eu Benoît. Eux sont tous partis. Après la mort de Gégé, vous dites... J'en avais vraiment assez de cette vie, j'ai pensé au pire. Ah, je voulais me foutre en l'air. Ah oui, vraiment. Gégé, c'était mon binôme. Il y en avait un qui surveillait ce que l'autre faisait. Pour pas qu'il y ait un truc qui tombe, pour pas que le tuyau se coince, pour pas que des étincelles viennent foutre le feu à autre chose. Et on se relayait. On faisait jamais plus d'1 heure de découpe chacun. Lui, c'est le chef du binôme. Donc c'est à lui de surveiller le matériel. C'est à lui qui a la responsabilité du bon état du matériel. Or, ce jour-là, c'est moi qui m'occupe du matos. Et lui, il descend dans le puits de Chêne, qui est piégé. Et ça fait pouf. Mais ça fait juste pouf. Mais on peut pas imaginer ce que je vais voir en me penchant au-dessus du puits de Chêne. Et là, là, tu vois la moitié de ton copain. Parce que tout le reste, c'est pas beau. Vous vous dites, à ce moment-là, qu'est-ce que je fous sur cette terre? Qu'est-ce que j'ai fait et à qui pour mériter ça? Faut que ça s'arrête. Je m'entends pas plus que ça avec mes parents. Je me fais chier à l'école. Je perds mon premier pote de la bande. On était le clan des 7. On perd Jacques-André Kakou qui se pend. Je trouve du boulot. Je quitte les pompiers sur cet accident absolument épouvantable. Il y a un mec avec qui je m'entends grave super bien. Je découvre le club. On repart en intervention. Et là, en 15 secondes, ta vie rechange à nouveau. Donc il y a un moment, tu dis, mais si c'est ça ma vie, mais tu sais quoi, allez, c'est bon. Ouvre le gaz, je la fais péter la bouteille d'acétylène. Mais vraiment, il y a un moment, j'ai dit, je me mets entre les 2 bouteilles et je mets le feu. Qu'est-ce qui vous a rattaché à la vie alors? Le fait qu'on m'a pas laissé le temps de faire quoi que ce soit. C'est juste une question de temps. Je crains, oui. Les flics sont arrivés, on est directement remonté dans l'avion. J'ai directement été voir le père de Gégé parce qu'il n'avait pas été encore prévenu. Et quand j'ai vu ce colosse s'effondrer sur les marches de... Je me suis dit, il y a un moment où tu dois continuer à faire vivre la mémoire de Gégé. Voilà, donc, non, t'arrêtes pas. Tu continues, et puis Benoît est venu, Benoît m'a dit la phrase « T'aurais pu être dans le trou ». C'est trop con, donc continue, fonce. On t'a proposé d'aller au club. Les filles sont à moitié à poil. Toute la journée, t'es en maillot de bain. Toute la journée, tu fais du sport. Ta seule préoccupation, c'est de faire rire les gens.
Allez, casse-toi. Quand on parle de Vincent Lagaffe, on pense aussi évidemment à la télé, mais il y a aussi eu des tubes. Direction Orly, on part en 1990. Nous sommes dans la boîte de nuit, le pont d'Orly. Tu viens Attends. souvent ici? Ouais, mais on va sortir, on s'entend pas. Ok, viens, on sort. Dimitri, le DJ, fait un mix de French Kiss et du lavabo. Dès les premières notes, les gens vont sur la piste de danse et reprennent les paroles. Peu de temps après, vous entrerez dans le Guinness Book avec le record de vente de 45 tours en une journée. Donc vous serez devant Bruel, Goldman. Ouais. Dans les années 90, vous remplissez le théâtre du Gymnase tous les soirs. Vous sortez un deuxième titre, La Zoubida. Sur le périph', ils se sont éclatés. Mokhtar l'avait volé, mais le scooter. À l'époque, aucune personne maghrébine vous fait de reproches. Jamais. Voilà, les seuls qui m'ont fait chier, vous dites, ce sont des pseudo-intellos en manque de reconnaissance. Des bons petits blancs. Mais Mokhtar et Zoubida ont existé les deux. Hein. Oui, Zoubida tout à fait. était gouvernante à Agadir et Mokhtar était son mari, jardinier à la tonte de la pelouse autour de la piscine. Aujourd'hui, vous pourriez plus enregistrer un titre comme ça. Ben non, il y a trop de cons maintenant. Même sur le ton de l'humour. J'en sais rien et je m'y frotterai pas. C'est Anthony Hopkins qui a dit ça, qui est merveilleux. Maintenant, on s'intéresse plus aux morts, on s'intéresse à l'enterrement. On s'intéresse pas à la mariée ou au marié, on s'intéresse au mariage. On ne vit plus que dans l'apparence. Et je trouve ça dramatique. Michel Leb ne pourrait plus faire l'épicier africain. Pierre Péchin ne pourrait plus raconter les Ségales et les formés. Moi, je ne peux plus faire ça. Les inconnus ne peuvent plus dire la migration, c'est les oiseaux qui volent, l'émigration, c'est les Arabes qui volent. Tout ça, faut plus le Et faire. c'est regrettable, ça. Ben oui, parce que on peut plus rire de rien. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux brocarder ou faire un trait d'humour sur l'homosexuel, il faut être homosexuel ou lesbienne. Si tu veux brocarder les handicapés, il faut être handicapé. Donc, le mieux, si tu veux être humoriste, c'est d'être noir, juif, arabe, handicapé, homosexuel, transgenre et apolitique. Je trouve ça très con. Vous faites gaffe, vous? Moi, je fais plus rien, donc c'est vite réglé. Et puis moi, dans les activités que je fais, je peux encore me permettre, quand j'enseigne le flyboard ou que je prends un départ de course, bien que maintenant avec les accidents que j'ai eus, j'en prends plus, mais quand je fais faire du flyboard et quand j'en ai fait, oui, les personnes étaient ravies de venir avec moi parce que ça déconne comme on déconnait il y a 20 ans. J'ai fait faire du flyboard à un mec atteint de cécité et mon grand kiff, mais mec, comme je faisais avec Gilbert Montagnier. Quand on se croisait, je disais, tu vois ce que je veux dire? Et ça l'éclatait. Là, j'ai une copine, Sonia, qui a chopé toutes les merdes de la terre et qui a été amputée de la jambe à hauteur de la hanche. Nous, notre grand kiff, c'est de l'appeler en disant, on va faire du vélo, tu viens avec nous? Voilà. Et ça l'a fait marrer. Mais ça l'a fait marrer, et elle nous fait des doigts d'honneur, et elle nous dit, allez bien vous faire foutre dans d'autres termes. J'ai un pote qui a perdu une main. Chaque fois qu'on le croise, on lui dit, tu vois, c'est à peu près grand comme ça. Ah ouais, non, toi, tu peux pas. Et ça ne choque personne. Ça ne choque que les gens qui disent « Ah, t'as vu, il a dit ça ». J'ai eu le malheur une fois de dire un mot sur un comique qui a eu un accident de bagnole. Ça y est, j'ai pris sa défense. Non, je prends la défense de personne. Si parler d'un truc, c'est prendre la défense ou attaquer quelque chose, voilà, ben je dis plus rien, je ferme ma gueule. Dans le rétro sur France Bleu, Déborah Grunewald. Vous êtes un fou de sport mécanique et nautique. Vous avez ouvert la première école de flyboard en France. Alors, on rappelle, le fly, en fait, c'est une planche hydro-propulsée. Ouais. On a l'impression un peu que vous volez au-dessus de l'eau. Ouais. Vous avez traversé le Cap Horn, l'endroit le plus redouté des marins, en jet ski. Ouais. Vous avez fait plusieurs compètes. Vous avez eu plusieurs accidents aussi. Vous aimez vous mettre en danger et c'est en allant voir une psy que vous avez compris pourquoi. Alors, je suis pas votre psy, mais pourquoi vous aimez vous mettre en danger alors? C'est pas tant que j'ai été voir une psy, c'est que je vis avec. C'est plus facile et ça coûte moins cher. Non, c'est pas plus facile, c'est plus chiant, parce que maintenant, t'oses même pas lâcher une caisse, t'as peur qu'elle t'explique pourquoi t'as lâché une caisse, tu vois, Mais donc, je vis avec une psy. Ouais, sa grande angoisse quand je pars faire du sport ou je pars en randonnée ou que je pars faire quoi que ce soit, sa grande angoisse, c'est d'avoir la gendarmerie qui l'appelle. Parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. Quand t'as un carton, ben, c'est les gendarmes qui t'appellent. Bonjour, vous êtes la compagne de Monsieur Lagaffe? Alors, vous le retrouverez aux urgences de Toulon, ou suivant où je suis, hein, voilà. Donc, elle m'a expliqué que j'avais besoin de me sentir vivre. Mais comme j'ai eu dans ma vie 2 morts subites et éphémères, parce que je suis mort une fois
à 0h15 le 31 mars à l'assistance de Mont-Saint-Aignan. Et je suis mort aussi une fois sur... alors là, c'est génial, hein, je vais me faire poser des stents pour me préserver une coronaire. Le cardiologue Jonathan me dit il faut le faire tout de suite parce que si tu as un problème, c'est dans le quart d'heure qu'il faut te prendre. Et moi, je fais un arrêt cardiaque sur le billard alors qu'il est en train de me bricoler. Donc, la mort ne me fait pas peur, mais j'ai toujours besoin de la frôler et de la provoquer pour lui dire, t'as vu, c'est quand même moi qui suis le taulier. Ça doit être sympa de vivre avec vous. C'est un enfer. Elle vit un enfer. Ouais, et la mère de Robin, pareil. Parce que, alors, Robin, il est moins casse-cou que moi. Fumier, va. Lui, il me regarde faire. Voilà. Il dit, vas-y, voir. Ouais, non, j'ai bien fait. Ouais. On va pas le faire, finalement. Il est très intelligent. Il est moins con que moi, disons. Allez, télétransportation. Vincent Lagaffe, vous êtes là, assis, seul, face à vous-même. On est dans le futur, on a fait un bond en 2043. Vous repensez au temps qui passe, à votre vie, à ceux qui sont là, ceux qui sont partis. Qu'est-ce qui vous manque en 2043 du temps passé ? En 2043, qu'est-ce qui me manque ? Je crois que ça va être le naturel. Je crains qu'en 2043, il n'y ait plus rien de naturel. Il n'y ait plus rien qui soit décidé par le cerveau humain. L'intelligence artificielle me fait peur, mais... quand on voit les couilles dans le potage qu'il peut y avoir avec certains bugs, se dire que quelque part, on va laisser la décision de notre avenir à des ordinateurs, ouais, ça me fait très peur. Ce qui me fait très peur, c'est la connerie humaine. Il y a aussi une autre émission que j'ai envie de faire sur l'écologie. Parce que, franchement, oui, c'est bien d'éteindre les lumières. C'est bien. C'est bien de prendre des douches plutôt que de prendre des bains. C'est bien. C'est très bien. C'est très bien de dire on va arrêter de faire du 4x4 dans les chemins. C'est bien. Mais c'est quoi par rapport au besoin que l'on a de changer son téléphone tous les 2 ans? C'est quoi ce besoin d'aller jouer au golf, de prendre l'avion pour aller jouer au golf au Maroc? Tu vas prendre un avion pour aller jouer au golf dans un pays où il n'y a pas d'eau? L'avenir me fait relativement peur. Se dire qu'il y a des jeunes filles qui vont faire un tuning de folie avec les lèvres en haut, en bas, les seins, le cul, les machins, etc. en se disant, comme ça, je vais devenir une star. Non, ouais, il y en a une qui va y arriver. Mais les autres, ça va juste être des pauvres filles défigurées. Tout ça, ça me fait peur. Le progrès me fait peur. Et ce qui me fait peur, c'est la rentabilité du progrès pour quelques très petites personnes. Quand on dit il faut passer à les voitures électriques, ok. Maintenant, quand on passe aux voitures électriques, ça fait gagner de l'argent à une certaine corporation. Maintenant, pour fabriquer une batterie, c'est plus de traces carbone que pour fabriquer une voiture. Et je parle pas du recyclage. Et je parle pas des conditions de travail des gamins qui vont chercher le cobalt et l'iridium. Je pense que il faudra vraiment, d'une manière générale, et attention, là, ce que je vais dire, je vais le prendre dans la gueule, tant qu'il y aura un humain sur la planète sera en danger. La planète, elle vivait très bien avant l'arrivée de l'humain, hein. Et elle vivra très bien quand l'humain sera parti. Donc tant qu'il y aura un humain sur Terre, on n'y arrivera pas. Parce qu'il y aura toujours l'appât du gain et du plus que son voisin. Voilà. Allez. On a bien niqué l'après-midi. Salut, reprenez une activité normale. Un pont. Vous avez une autre formule face aux difficultés de la vie. La résilience, c'est mets-toi un coup de pied au cul et avance. Ouais. Si, et puis d'une manière générale, et ça je suis assez fier de le dire, tout ce que j'ai dans mon garage, tout ce qu'il y a sur mon compte en banque, tout ce qu'il y a chez moi, j'ai été le chercher. Donc, si t'attends que ça tombe... Je me rappelle encore ce mécano qui était sur le pas de son garage et qui voit un énorme 4x4 Bentley immatriculé en Belgique. Et là, il se met à râler en disant regarde-moi là, tout cela là, putain. Et nous, quand est-ce qu'on va y arriver là? Quand est-ce qu'on va avoir du pognon nous, hein? Parce que c'est toujours les mêmes. Et je lui ai dit mais dis-moi, tu veux que je te donne un truc pour que tu deviennes l'homme le plus riche de la Terre? Toi qui es mécanicien, trouve une solution pour remplacer l'essuie-glace. Remplace l'essuie-glace. Tu deviendras l'homme le plus riche de la Terre. Seulement, faut que tu trouves une idée et que tu te sortes les doigts du pour y arriver. Et de ce jour-là, il m'adresse plus la parole. Merci Vincent Lagaffe. C'est fini? Bah ouais. Tu déconnes. Je m'appelais Franck, c'est chez XO Éditions. Au fil des pages, on découvre un homme qu'on croyait connaître, un homme fidèle, sympa, taré, parfois joyeux, parfois mélancolique, mais avec une force de vie incroyable. J'espère que ce voyage dans le rétro vous aura donné envie de découvrir ce livre. Merci à tous de votre fidélité. Merci Vincent. Merci Deb, merci à Radio France Bleu, merci à tout. Merci pour ta simplicité, merci pour ton honnêteté. Et, oui, on va y aller. Hein. Merci
Merci la technique. Qui sont à la Léa, rue complet, la Sarah, technique. Romain, Joël, À la en rue. régie. Ils sont bons, mais il n'y a pas un Kleenex, il n'y a pas une bouteille d'eau, elle a perdu la Zoubida. Il y a un merdier dans l'aquarium. Zoubida. Bon allez, prenez soin de vous. Salut. Salut.